Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce train. Et le train littéraire est un espace de rencontre qui a été initié par l'espace La Gare qui nous accueille cet après-midi, en partenariat justement avec son partenaire qui est Canal+. Alors, évidemment, nous parlerons de littérature, mais aujourd'hui, nous allons parler d'autres choses. Justement, on va parler de la question de justice. Et vous savez, la littérature est une discipline transversale, évidemment qui touche toutes les disciplines, j'allais dire. Et justement, nous sommes très heureux de recevoir à bord de ce train cet après-midi Maître Luri Kossom. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, Omar. Merci pour ton invitation. Je suis très heureux d'être présent ici dans ce train. J'espère qu'on ira très loin. J'espère aussi que nous allons passer de bons moments en votre compagnie et évidemment avec ce beau public venu vous accompagner. Merci d'acclamer, mesdames et messieurs, Luri Kossom. Évidemment qu'il est important qu'on sache qui est maître. Et justement, je vous invite à suivre avec moi son parcours. Maître Luri Kossom est actuellement le chef de file de la composante Access à la justice de l'USAID Mali, Justice Project, MJP, mise en œuvre par Sechi and Company Consulting. Avant de rejoindre le MJP, il a occupé le poste de directeur adjoint de l'association du barreau américain Initiative État de droit à Baoroli, en RDC, gérant un portefeuille de 8 projets d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Il a également été directeur pays d'Abaroli au Mali, conseillant le gouvernement sur les questions de justice transitionnelle et travaillant avec les communautés et les organisations de la société civile pour établir des mécanismes de recherche de la vérité et de contribution à la réalisation, à la réconciliation, j'allais dire. Maître Kossom a précédemment dirigé le programme d'accès à la justice du Centre Carter au Libéria, où il s'est concentré sur le renforcement des capacités en résolution des conflits des chefs traditionnels et sur la promotion de la bonne gouvernance par le biais de formations et de mentorat réguliers, ainsi que l'éducation à la justice et des services de conseil juridique en faveur des communautés marginalisées, notamment par le truchement des parajuristes communautaires. Auparavant, il a travaillé comme conseiller juridique à la mission des Nations Unies au Libéria. Il est diplômé en droit, en traduction juridique et en relations internationales. Il parle parfaitement l'anglais, le français et l'espagnol. Maître, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette présentation? Je dirais qu'elle est très complète. C'est un parcours qui a... Je crois qu'il est assez flatteur et j'en suis particulièrement fier et merci beaucoup de l'avoir partagé avec le public. Et j'espère que je ferai honneur à ce parcours lors de cet échange. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. J'ai sous la main l'ouvrage dans lequel vous figurez et ça s'intitule « Acte de la conférence sur le parajuridisme au Mali ». Et je rappelle que cet ouvrage est un ouvrage collectif. Il est justement le fruit de la collaboration entre l'USAID à travers son projet Mali Justice Project et justement l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, mais aussi l'association Demesso. Est-ce que vous pourrez nous parler, Maître, comment est née cette idée d'aller vers l'élaboration d'un document qui parle du parajuridisme? Merci beaucoup pour la question. Donc, vous savez, nous travaillons dans le domaine de la justice et plus précisément dans le domaine de l'accès à la justice. Je voudrais d'abord commencer en parlant un peu de notre projet, de notre intervention ici au Mali. Nous travaillons au compte du gouvernement américain qui finance l'un des plus gros projets en matière de réforme de la justice au Mali, le projet MJP justement. Donc c'est un projet qui est né en 2015, fin 2015, et qui court donc depuis un peu plus de 6 ans. Le gouvernement américain est en partenariat avec le gouvernement du Mali justement pour améliorer les conditions d'accès à la justice des populations maliennes. Nous savons, et nous avons l'occasion d'en parler, toutes les difficultés que le peuple malien connaît à accéder aux juridictions
toutes les institutions étatiques de diffusion du droit et de la justice. Et donc notre intervention consiste en quelque sorte à faciliter cet accès du public à la justice à travers notre projet. Et pour ce faire, nous tissons des partenariats. En l'occurrence, pour ce travail, nous l'avons fait avec l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et avec la clinique juridique de Messo, qui, soit dit en passant, est l'une des plus importantes organisations en matière de facilitation de l'accès à la justice pour la population. Donc, l'idée de développer cette question du parajuridisme que je vais définir tout à l'heure naît de cette difficulté que nous avons notée sur le terrain. Le peuple malien, les Maliens et les Maliennes rencontrent beaucoup de difficultés à accéder aux différents services juridiques et judiciaires. Mais j'imagine que nous allons en parler un peu plus. Justement, nous allons aborder. J'ai découvert dans ce document, en tout cas, des termes qui, personnellement, ne me sont pas familiers. Hein. J'entends par là de parajuridisme, j'entends par là de parajuriste. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu qu'est-ce que c'est que le parajuridisme et aussi qu'est-ce que c'est qu'un parajuriste? À quoi consiste le rôle d'un parajuriste, maître? Donc, d'abord, le parajuridisme, c'est un terme qui semble savant, a priori. À chaque fois, pour ceux qui lisent beaucoup les livres, puisque nous parlons aussi d'une émission de littérature. Vous savez, le mot para vient du grec, qui signifie à côté de. Para, à chaque fois qu'on dit para, c'est à côté de, en quelque sorte. On va parler de paracommando, de paramilitaire, de paramédic, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est à côté d'un élément principal. Donc, lorsqu'on parle de parajuridisme, on parle en fait d'une alternative au droit tel que nous le connaissons. Quand on parle du droit, quand on parle de la justice, la première chose qui nous vient en tête, ce sont les textes de loi, n'est-ce pas, la Constitution, les décrets, ainsi de suite, mais aussi les professionnels du droit, les avocats, les magistrats, les huissiers de justice, les magistrats, ainsi de suite. Donc le parajuridisme est une façon, une activité qui promeut en quelque sorte une alternative au droit tel qu'on le connaît. Parce que le droit tel qu'on le connaît, surtout au Mali, est en crise, est en pleine crise. Nous savons que l'État, ce n'est pas seulement au Mali, c'est un peu partout en Afrique, surtout depuis au lendemain des indépendances, qu'on a une crise de la justice, une crise de ses institutions. L'État n'arrive pas à desservir les populations, n'arrive pas à leur fournir les services, en l'occurrence les services de justice, dont ils ont besoin. Il y a une crise de confiance entre la justice, d'une part, et les justiciables, d'autre part. Donc l'idée du parajuridisme, c'est l'idée d'un palliatif. Je pense qu'il y a des étudiants en médecine également dans la salle. Quand on parle de palliatif, c'est-à-dire que c'est un remède, n'est-ce pas? C'est un remède à la crise de justice que nous connaissons, n'est-ce pas? Donc, c'est une façon pour d'autres acteurs que l'État de rapprocher les institutions de la justice du justiciable. C'est ça même l'idée du parajuridisme. Rapprocher, désacraliser en quelque sorte l'institution judiciaire telle que nous la connaissons, telle que nous la percevons, n'est-ce pas? Et donc, comment cela se déploie en pratique sur le terrain? Le parajuridisme est mis en œuvre par des acteurs que nous appelons des parajuristes, n'est-ce pas? Les parajuristes, pour faire vraiment simple, ce sont des personnes qui vivent dans des communautés, généralement des communautés rurales, c'est-à-dire que dans les villages les plus reculés, les fractions, ainsi de suite, et qui n'ont pas à la base une formation de droit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juristes à la base, ils n'ont pas été dans une faculté de droit. Mais parce que ces personnes ont une certaine attache avec leur communauté,
parce qu'ils connaissent bien la communauté, connaissent bien le contexte, connaissent bien l'environnement, connaissent bien les acteurs, connaissent bien les dynamiques de leur communauté, on se dit ils sont mieux placés pour diffuser le droit et les questions de justice auprès de leurs pairs. Pairs étant entendu P-A-I-R, n'est-ce pas? De leur communauté. Et donc, ils sont appelés, ils sont formés sur les questions de base du droit. On les forme sur le droit foncier, on les forme sur le droit pénal, sur le droit civil, n'est-ce pas? Les rudiments, on leur donne les rudiments pour qu'ils comprennent les dynamiques du droit, comment le droit fonctionne en pratique, mais aussi ils sont formés sur les mécanismes de résolution des conflits. L'un des mécanismes les plus prisés, et ça c'est vraiment depuis les empires, n'est-ce pas? Et même jusqu'à aujourd'hui avec les chefs traditionnels dans les communautés, l'un des mécanismes les plus prisés, c'est la médiation. La médiation, c'est une façon de résoudre le conflit entre deux ou plusieurs personnes sans toutefois avoir besoin de se rendre devant un juge. C'est-à-dire que nous avons une tierce partie qu'on appelle le médiateur et qui est chargé de faciliter la discussion entre les parties en conflit. Maître, est-ce qu'on peut considérer un parajuriste comme un auxiliaire de droit? Auxiliaire de droit, peut-être de façon informelle, parce qu'il faut d'abord définir ce que c'est que l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est quelqu'un qui aide la justice. C'est ce que ça signifie en fait, auxiliaire. Auxiliaire, c'est quelqu'un qui aide la justice à se faire. Et c'est un terme qui est très prisé dans la justice dite moderne, dite étatique, c'est-à-dire la justice telle que lorsqu'on en parle, telle que vous la concevez, c'est-à-dire les tribunaux, les magistrats, les avocats, ainsi de suite. L'auxiliaire est quelqu'un qui aide la justice à se faire. L'exemple le plus connu d'un auxiliaire de la justice, c'est l'avocat. N'est-ce pas? L'avocat, c'est quelqu'un qui aide la justice parce que lui, l'avocat, moi par exemple qui suis avocat, je ne travaille pas pour le tribunal, je ne travaille pas pour le gouvernement, mais je viens au tribunal pour représenter, n'est-ce pas, les personnes qui ont besoin de représentation devant les tribunaux. Donc j'aide la justice à se faire, l'auxiliaire. Okay? Donc, d'une certaine façon, on peut dire en effet que le parajuriste est un auxiliaire de justice sans toutefois avoir ce statut officiellement. Parce que, du simple fait qu'il informe les populations sur leurs droits, parce que c'est l'une des fonctions primordiales du parajuriste, d'informer, de conseiller, et surtout d'aider, de faciliter le contact entre le tribunal et cette personne-là. Vous savez, dès qu'on parle de justice en Afrique, surtout au Mali, dès qu'on vous dit « je vous amène en justice », quelle est votre première réaction? Vous avez peur. Vous avez peur. Vous n'avez pas confiance. Vous ne savez pas ce qui va se passer là-bas. Et donc, le parajuriste, s'il est avec vous, il va essayer de vous calmer, de vous rassurer, de vous dire que c'est un endroit où, lorsqu'on a des différends, lorsqu'on a des problèmes, on y va pour trouver la solution. Donc, c'est une fonction importante qu'il ne faut pas négliger. Très bien. Je pense que nous allons aborder ça dans le vif du sujet. Et d'ores déjà, je rappelle que cet ouvrage a été préfacé par l'ancien garde des Sceaux. Il s'agit de Mohamed Sida Diko, qui fut justement ministre de la Justice en son temps. Et quand je lis la préface, j'ai vu cette phrase-là, dans laquelle il dit « La justice est le droit du plus faible ». Il a cité justement Joseph Joubert qui l'avait dit en son temps, donc la justice est le droit du plus faible. Mais est-ce que, maître, les plus forts ne se servent pas justement de ce droit-là pour, en tout cas, dicter leurs lois sur les plus faibles? C'est une excellente question déjà. Lorsque le ministre de la Justice, qui par ailleurs, d'ailleurs je voudrais remercier pour avoir préfacé ce document, c'est l'ancien garde des Sceaux. Lorsqu'il cite le fameux essayiste et écrivain français Joseph Joubert qui dit que la justice est le droit du plus faible. En fait,
Ce qui veut dire, c'est que la fonction de la justice, c'est d'équilibrer les relations, d'équilibrer les dynamiques entre des personnes qui, hors du tribunal, sont dans une relation de déséquilibre. Lorsque vous êtes hors d'un tribunal et que vous rencontrez quelqu'un de plus puissant que vous, quelqu'un de plus riche que vous, il y a nécessairement une relation de déséquilibre qui se tisse. Parce que vous êtes plus faible. L'ouvrier sera toujours plus faible que le patron. N'est-ce pas? Le docteur sera toujours plus puissant que le patient. Parce que le docteur a une certaine expertise que le patient n'a pas. Donc dans cette dynamique de déséquilibre, l'institution qui assure que l'équilibre renaît, c'est l'institution de la justice. Quel est le symbole par excellence de la justice? La balance? C'est la balance. La balance est le symbole de la justice parce qu'elle représente, cette balance, l'équilibre des parties en conflit. Dans un tribunal, en principe, personne n'est ni fort ni faible. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et c'est ça la fonction du juge, de s'assurer que les parties qui apparaissent devant lui ou devant elle, puisque nous avons également des femmes juges, sont en équilibre. Malheureusement, qu'est-ce que nous voyons dans la réalité? Il y a une perception de déséquilibre dans les relations entre les parties au conflit devant le juge. Les gens pensent que, voilà, lorsque quelqu'un a plus d'argent que l'autre dans un conflit, s'il arrive à toucher le juge, il perdra, du moins il gagnera son procès au détriment de celui qui n'a pas d'argent. C'est ça, c'est ce qui m'amène à dire, effectivement, est-ce que réellement la justice est-elle la même pour tous? Sur le principe, la justice devrait être la même pour tous. La Constitution du Mali le proclame haut et fort. Tous les Maliens sont égaux en droit et en devoir, n'est-ce pas? Mais il faut le reconnaître, sur le terrain, il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cette crise de confiance dont je parlais tout à l'heure entre la justice, n'est-ce pas, et les personnes que cette justice est censée servir, les justiciables. Et donc, il nous appartient à tous de contribuer à assainir la justice. Le juge sort de la société, il ne vient pas de Mars ou je ne sais pas, de Vénus. Le juge fait partie de la société, il est pris au sein de nos familles, il est formé, il est mis dans un tribunal pour juger ses pairs. Donc, nous devons, chacun, les femmes, les hommes, préparer en quelque sorte le terrain pour que la justice soit au service de tous. Moi, je ne vais pas accabler les juges, ils ont une fonction très difficile, très compliquée, très complexe, mais je pense que c'est à nous, Maliens, Maliennes, de demander une justice qui est plus saine, moins corrompue, n'est-ce pas, plus au service du justiciable. Voilà, maître, vous aviez justement, j'ai dit, pris part à l'élaboration de ce document et vous aviez spécifiquement travaillé sur le financement du parajuridisme, quelques perspectives pour une réinvention de l'économie du parajuridisme au Mali. Alors voilà, aujourd'hui, nous savons très bien que les questions de justice ne sont jamais des questions faciles et surtout qu'aujourd'hui, nous savons très bien que cette question se pose avec acuité parce qu'on a l'impression que ce pays-là a quand même soif de justice. Mais aujourd'hui, vous avez dit aussi dans vos interventions que la justice est l'un des justiciables, mais aussi la justice a souvent des coûts. Voilà. Comment, parce que nous savons très bien que les frais, toutes les démarches administratives pour aller à un procès, justement, ne sont pas, en tout cas, faciles pour le citoyen lambda. Et comment expliquer effectivement cet état de fait, maître? Non. Il faut savoir que nous sommes dans un pays où plus de 50% de la population vit dans une situation d'extrême pauvreté. Parce qu'il y a la pauvreté et il y a l'extrême pauvreté. Donc s'il y a plus de 50 personnes qui vivent dans une situation d'extrême pauvreté, vous imaginez bien donc que nous avons près de 70 à 80% de la population qui vivent dans des situations de pauvreté tout court. Et lorsque vous êtes pauvre, il est très compliqué pour vous
aujourd'hui en tout cas, en l'état actuel des choses, d'accéder à la justice. Parce que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui demande qu'avant que vous ne rencontriez même le juge pour soumettre votre problème, que vous payiez ça, surtout dans les questions d'ordre civil. Par exemple, si vous voulez divorcer de votre mari, si quelqu'un veut vous chasser de votre terrain, si quelqu'un vous doit de l'argent, voilà, ça ce sont les questions civiles, les dettes, les divorces, les mariages, ce sont des questions civiles. Je ne parle pas des questions pénales qui sont une autre mince affaire. Le fait que le système aujourd'hui tel que conçu demande aux justiciables de payer certains frais à l'entrée du tribunal pendant que l'affaire est en cours au tribunal et parfois même après. Parce que lorsque le juge rend sa décision, la loi demande que cette décision soit enregistrée. Il y a des frais qui doivent être engagés pour l'enregistrement de la décision. Lorsque vous entrez, il y a ce que nous appelons les frais de consignation. Il faut consigner votre dossier. Et ça, ce sont également des frais. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, et ça, ce sont les frais juste au niveau du tribunal. Généralement, il vous faudra également aller recourir au service d'un avocat, par exemple. Et ça, il faut payer les honoraires de l'avocat. Et je vous dis, généralement, dans le cabinet d'avocats moyen ici, si vous voulez ouvrir, du moins, vous avez besoin des services d'un avocat, il faut d'abord ouvrir le dossier. Et pour ouvrir un dossier, c'est entre 100 000 francs et 300 000 francs. Et ouvrir le dossier, c'est juste pour que l'avocat vous écoute. Hein. Ça, ce n'est pas les honoraires de l'avocat. Pour ceux qui vont dans les hôpitaux, c'est un peu comme les frais de consultation. La consultation, c'est juste pour que le médecin vous écoute. Il vous écoute, après il vous dit, bon, vous avez tel problème, maintenant il faut faire les examens, il faut faire des opérations. Ça, ce sont des frais additionnels. Donc c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est la même chose. Or, quand vous êtes dans un pays où près de 80% de la population n'a pas les moyens de payer ce type de frais, qu'est-ce qui se passe? Vous abandonnez. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Je ne sais pas comment on le dit en bambara, mais on va dire, je laisse pour moi à Dieu, c'est ça? On dit généralement Nyato Alama. Voilà. Donc, je renonce. Je renonce à faire valoir mes droits parce que je n'ai pas les moyens. C'est faute de moyens qui fait que souvent les gens renoncent. Généralement, c'est là. C'est même le cœur du problème parce que je n'ai pas les moyens. Je préfère renoncer à mon droit. C'est vrai que la loi a prévu des palliatifs. Par exemple, en 2001, le gouvernement du Mali a adopté une loi que nous appelons la loi relative à l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire signifie que lorsque vous allez au tribunal, on vous exonère des frais de justice. Vous ne payez pas la consignation, s'il faut le notaire, vous ne payez pas le notaire, vous ne payez pas l'huissier, ainsi de suite. Et en plus de cela, la loi prévoit qu'on vous octroie un avocat commis d'office. L'avocat commis d'office est un avocat gratuit pour vous, n'est-ce pas? Malheureusement, ce texte n'a jamais vraiment été appliqué, surtout dans le domaine civil. En matière pénale, bon, ça s'applique de temps en temps, c'est très compliqué parce que ce n'est qu'au niveau de la cour d'appel aux assises, donc pour les crimes, que voilà, on vous donne un avocat parce que vous n'avez pas d'avocat pour vous défendre. Par exemple, si vous êtes accusé de meurtre, vous êtes accusé de viol, vraiment des infractions graves, là on vous donne un avocat. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas d'avocat. Si vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'avocat. Vous n'avez pas les moyens de payer d'avocat, vous n'aurez pas d'avocat. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous avons initié cette initiative, ce projet, pardon de la redondance. Parce que lorsque vous devez faire recours à un parajuriste, par exemple, c'est gratuit, vous ne payez rien. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui paye derrière parce que généralement ce sont des bailleurs de fonds qui financent ces parajuristes, mais le fait est que vous ne payez pas. Le parajuriste, il est gratuit. Le chef traditionnel dans votre village, ou je ne sais pas, votre chef religieux, pour ceux qui sont chrétiens, les pasteurs ou les prêtres, pour ceux qui sont musulmans, les imams ou les cadis, lorsque vous avez un problème avec votre femme, voilà, vous allez voir votre cadi,
Vous allez voir votre chef traditionnel, il vous assoit, il vous conseille, vous résolvez votre problème et c'est fini. Or, s'il fallait aller au tribunal pour résoudre ce problème, ça vous aurait coûté beaucoup d'argent. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller au tribunal, c'est même très important. Mais tout ce que j'ai dit, c'est que pour certains types d'affaires, il est préférable de trouver des compromis, de trouver des moyens alternatifs au tribunal pour résoudre ces questions. Maintenant, les questions les plus difficiles, les plus complexes, les plus sophistiquées, là, vous pouvez faire appel à la batterie, la panoplie d'acteurs au niveau du tribunal pour vous aider à résoudre votre différend. Ceci m'amène à cette question, maître. Vous l'avez dit tantôt, vous parliez des autorités traditionnelles, mais aussi religieuses. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ces autorités dont vous parlez ont justement un rôle à jouer dans le cadre de la justice, surtout dans le cadre du parajuridisme? Oui, bien sûr. Cela va de soi. Je le disais depuis les empires, en passant par la colonisation, jusqu'au lendemain de la colonisation, le fait constant reste que les autorités dites traditionnelles, chefs de village, chefs de quartier, chefs de fraction, n'est-ce pas? Parfois même les griots, nous avons les chefs religieux tels que les cadis, les imams, les pasteurs, les prêtres, ont un rôle incroyablement important dans la distribution de la justice. Le gouvernement, par exemple, aujourd'hui est en train de travailler sur un texte de loi qui va clarifier en quelque sorte le rôle de ces acteurs traditionnels dans la distribution de la justice. Nous avons l'accord de paix issu du processus d'Alger en son article 46 qui prévoit justement une revalorisation du rôle de ces acteurs dans la distribution de la justice. La réalité aujourd'hui est que le gouvernement du Mali n'aura pas les moyens financiers, humains, matériels pour desservir tout le territoire national. On parle quand même d'un pays qui fait quoi? 1 200 000 km². C'est compliqué de couvrir un territoire comme ça quand on n'avait pas les ressources. Le budget de la justice au Mali, c'est moins d'1% du budget national. Qui est alloué à la justice. Oui. Même si en 2019, on a adopté la loi d'orientation et de programmation de la justice qui prévoit qu'à terme, on aura le budget de la justice qui va passer à 1,5%. Mais aujourd'hui, on a un budget qui est de moins d'1%. On a moins de 300 avocats actifs au Mali aujourd'hui, n'est-ce pas? Et plus de 99% de ces avocats sont basés à Bamako. Il n'y a aucun avocat à Gao, il n'y a aucun avocat à Tombouctou, n'est-ce pas? Les magistrats, nous sommes à peu près à 400 magistrats pour tout le pays. Donc c'est un magistrat pour 26 000 habitants. Vous voyez un peu, c'est ça le ratio aujourd'hui. Un avocat pour 60 000 habitants. Donc les défis sont énormes. Et il faut donc trouver d'autres moyens de desservir la population. Et les parajuristes sont, à mon sens, et d'ailleurs, pour la plupart des acteurs aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, les parajuristes sont cruciaux, sont indispensables si on veut que la population ressente ce sentiment de justice. Voilà. Parce que l'information sur le droit est important. Le conseil sur le droit est important. Et c'est ce que font ces parajuristes. Résoudre les conflits sans avoir besoin de voir un juge est important également pour décongestionner les juridictions. Sinon, on ne s'en sortira pas, le système va imploser. Très bien. À vous entendre parler, j'ai comme l'impression que la question de justice est la seule question de l'État. Pour preuve, je pense que vous aviez justement scindé le document sur lequel vous avez travaillé en deux entités, les méthodes traditionnelles de financement, mais aussi vous aviez parlé des mécanismes et modalités de financement novateurs. Et parlant justement de méthodes traditionnelles de financement au chapitre A, le financement par l'État, vous le dites ceci, la justice est une fonction régalienne de l'État. Il revient donc prioritairement à l'État de financer le fonctionnement effectif de la justice afin que celle-ci se déploie en faveur de chacun de ses citoyens. Or, à l'heure actuelle, l'État malien consacre un peu moins, vous l'avez dit tantôt, de 1% de son budget national à la justice pour un État post-crise et encore en proie à des mouvements d'instabilité constants. Est-ce que réellement on peut dire que la justice est la seule question de l'État?
des secteurs privés ne peuvent-ils pas aussi s'intéresser à cette question de justice, sachant bien que l'État n'a pas les moyens, comme vous l'avez dit. Lorsqu'on prend un pays comme le Mali qui fait une superficie de 1 240 000 km², quel est alors l'apport du secteur privé dans le cadre de la justice? C'est une excellente question. Comme on l'a fait remarquer dans le document, l'État n'aura pas les moyens, je l'ai dit, de desservir tout le territoire national avec les services de justice. Et donc, il faut chercher d'autres moyens de financement. Il y a cela juste 2 semaines, nous avons organisé une conférence sur la contribution que pourrait faire ou pourrait apporter le secteur privé et donc les entreprises privées à l'accès à la justice, au financement de l'accès à la justice. Le secteur privé a un rôle très important dans l'amélioration des conditions d'accès à la justice à travers leur financement, le financement qu'ils pourraient apporter à cet accès-là. Et le mécanisme auquel nous avons pensé, c'est le mécanisme de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE. La RSE, aujourd'hui, les entreprises sont impliquées dans plusieurs secteurs, dans l'éducation, les services sociaux de base, la santé, n'est-ce pas, les infrastructures de base, mais elles ne s'étaient vraiment jamais intéressées à la question de la justice. Or, quand vous investissez dans un pays et que demain, pour des causes d'injustice, les gens se rebellent, détruisent vos installations, hein, par exemple, où il y a la guerre, les chamboulements sociaux, les problèmes que les populations peuvent rencontrer ne sont jamais bons pour les investissements. Quand vous êtes un investisseur, vous voulez la paix, parce que ce n'est qu'à travers la paix que vous pouvez investir et vous faire des profits. L'entreprise, c'est le profit. Donc, le message que nous avons porté aux entreprises, c'est celui de dire, le Mali a des problèmes, les Maliens ont des problèmes. Vous voyez l'instabilité sociale. Si vous ne financez pas l'accès à la justice des gens, vos investissements ne seront jamais protégés, ne seront pas sécures. Et je pense que les entreprises ont compris. Cette conférence a été organisée en collaboration avec le Conseil national du patronat malien. Et je pense qu'à la sortie de cette conférence, tous les acteurs qui y ont participé étaient unanimes. Aujourd'hui, les acteurs du secteur privé, les entreprises, ont effectivement un rôle à jouer dans le financement de l'accès à la justice. Et d'ailleurs, on a eu des engagements fermes de certains acteurs qui étaient présents. N'est-ce pas, la Fondation Orange, par exemple, à travers son administratrice, l'a dit clairement, la question des femmes les intéresse. Le Conseil national, le Conseil du patronat a été clair également. Ils veulent soutenir ces efforts. Donc nous allons continuer la discussion pour voir quel est le meilleur mécanisme à mettre en place pour que le secteur privé puisse abonder un fonds d'accès à la justice. On ne dit pas qu'il faut que le secteur privé finance la justice. Ce n'est pas l'institution de la justice qu'il faut financer, c'est-à-dire ce n'est pas les bâtiments, hein, les tribunaux par exemple, ou les salaires des magistrats. Non. Ce qu'on finance, c'est le justiciable, la femme battue, l'esclave par ascendance, n'est-ce pas? Les communautés dont les ressources sont menacées. Voilà, ce sont les personnes vulnérables, les personnes handicapées, les détenus. C'est ce type de personnes qui nous intéressent. Ce n'est pas l'institution, hein, en tant que telle. Voilà. Donc, pour faire court, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique à travers laquelle le secteur privé va contribuer à financer l'accès à la justice. Je pense que cela nous rassure davantage. Une dernière question, hein, avant que l'on donne la parole effectivement aux passagers. Je le disais dans mes propos tout à l'heure que le pays, le Mali justement, dont il est question dans ce document, souffre d'un problème de justice. Hein. Les gens ont tendance à ne pas croire à la justice, surtout lorsque la justice se fait... je mets ça entre guillemets, instrumentalisé à des fins politiques. Est-ce que, selon vous, maître, pensez-vous que la justice doit réellement être instrumentalisée pour des fins politiques? Bon, c'est une question dont la réponse est dans la question, en quelque sorte. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'indépendance de la justice est plus que jamais une question cruciale. Et je pense que étant donné les événements récents, on voit effectivement qu'il y a un certain détachement effectif entre l'institution judiciaire et l'exécutif. Parce que lorsqu'on parle de l'indépendance du juge. Le juge doit pouvoir juger en son âme et conscience.
il ne doit pas être influencé par des éléments externes. N'est-ce pas? Que ce soit l'exécutif, que ce soit la famille, que ce soit... Voilà, personne ne doit influencer le juge. La Constitution le prévoit. Le juge est indépendant. Et donc, et je le disais plus tôt, nous avons une responsabilité commune, nous tous, membres de la communauté, membres de la société, à nous assurer que le juge soit vraiment indépendant. C'est nous-mêmes, lorsqu'il y a un problème, c'est nous-mêmes qui appelons notre frère le procureur, qui appelons notre frère le policier pour intervenir. C'est vrai. C'est nous qui appelons notre frère la nuit pour dire « bon, j'ai mon ami qui est... » Voilà. On doit à tout prix laisser l'appareil judiciaire faire son travail. C'est la seule façon de nous assurer d'une véritable indépendance de l'institution judiciaire. Et lorsque nous voyons des interférences venant d'autres branches du gouvernement, nous devons également le dire. Nous devons être de vrais activistes de l'indépendance de la justice. Je crois que nous sommes sur le bon chemin. En réalité, nous avons un pays dans lequel la société civile est très forte, les populations sont très conscientes, et donc avec un peu plus de travail sur la conscientisation, on va atteindre ce niveau d'indépendance que nous recherchons pour l'institution judiciaire. Nous osons croire que bientôt la justice va être indépendante comme nous l'avons toujours souhaité dans nos pays, parce que ce n'est jamais une question facile. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette première partie de cette émission. Vous le savez, le principe du train, c'est une interaction justement entre l'invité et le présentateur que je suis. Alors la seconde partie justement, c'est vous qui allez donc prendre la parole cette fois-ci, éventuellement faire des contributions si vous en avez, mais aussi poser des questions que Maître nous fera justement l'honneur de répondre. Et la troisième partie, c'est justement le cocktail qui va être offert, et ce serait en fin d'émission. Éventuellement, pendant ce cocktail, et les discussions peuvent se poursuivre avec l'invité en question. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, des contributions, et soyez un tout petit peu, en tout cas, bref dans vos interventions. Le train a pris assez de temps. Voilà, merci. Je suis quand même très content de débattre d'un thème aussi intéressant, bien que je ne sois pas juriste. C'est une question qui m'interpelle bien, parce qu'on est dans un pays, on va dire, un peu bizarre. À tout moment, on peut être interpellé, convocation, et ainsi de suite. Donc, c'est bien d'être imprégné de la question. D'abord, moi, j'aimerais dire que c'est une question qui m'intéresse particulièrement, parce que je suis partisan de la théorie selon laquelle ce n'est pas une règle de droit, mais on a coutume de le dire, et moi j'y crois fermement. Une loi fut-elle bonne et juste, si son application est susceptible de troubler l'ordre public, un bon juge, un bon dirigeant doit s'abstenir de l'appliquer. Parce que le but principal d'une loi, ce n'est pas seulement être appliqué, mais veiller à la quiétude sociale et à l'épanouissement culturel de la cité. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis la Grèce antique. Depuis la Grèce antique. Ça a toujours été comme ça. Et souvent, on oublie ça. La Constitution est au-delà de tout. Ok, la Constitution n'est pas au-delà des Maliens. La Constitution vise le bonheur des Maliens. Alors, le parajuridisme, moi, j'aime bien le concept. Et je crois que c'est un concept qui doit bien être cultivé chez nous. Mais j'ai quelques questions sur le parajuridisme. Par exemple, si on dit la Constitution, si on dit la loi, si on dit les décrets, les arrêtés, ils ont, on va dire, un fondement officiel, un fondement légal. Par exemple, la Constitution de 92, c'est à travers un référendum. Les lois, c'est à travers les représentants du peuple malien. Mais quelle est la représentation légale du parajuridiste, on va dire? Qu'est-ce qui lui confère ce droit? Qui ou quoi, qui est-ce qui lui confère ce droit de pouvoir exercer, on va dire, le droit sur le territoire? C'est la première question. La deuxième question, c'est un peu le problème, l'éternel problème entre le droit, on va dire, moderne et le droit traditionnel. Parce qu'avant que la Constitution elle-même ne vienne, avant que les lois, je parle du concept malien, on avait déjà, on va dire, nos us, nos coutumes, ainsi de suite. Et ces us et ces coutumes faisaient foi et étaient des lois qu'on appliquait et qui étaient assorties souvent de sanctions.
Et jusqu'à aujourd'hui, l'application de la loi malienne rencontre beaucoup de problèmes. Ça ne se sent pas trop à Bamako, parce que le Bamako, il est, on va dire, entre guillemets, civilisé. Mais au village, ça se sent. Surtout dans les événements d'héritage, dans les événements même de mariage, ainsi de suite. Ça se sent, il y a vraiment un problème, il y a une confrontation entre le droit moderne et le droit traditionnel. Alors, le parajuridiste, qu'est-ce qu'il prévoit à ce niveau? Ma deuxième question. La dernière question qui m'intéresse bien, compte tenu du fait que je suis gestionnaire de formation et économiste par redondance, si on veut, ceux qui financent le parajuridisme, ils y gagnent quoi? Ça m'intéresse bien de savoir ça. Merci. Bonsoir au public. Je me nomme Omar Duko. Je suis juriste chercheur. Et vraiment, je trouve beaucoup d'intérêt aujourd'hui à l'invitation de maître pour tous ces éclaircissements sur la question du droit en général. Et surtout dans ce monde où nous vivons, particulièrement le cas du Mali, nous avons besoin vraiment de la justice, parce que les problèmes que nous vivons, on peut dire en quelque sorte, nés de l'injustice. Donc, pour cet état de fait, j'ai une pléthore de questions, mais vu le temps qui passe, je voudrais m'atteler surtout sur 3 questions, à savoir comment se porte la justice malienne dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel apport avez-vous porté auprès des populations du Mali qui en a tant besoin? Je parle du projet dont vous avez fait montre. Et là, c'est la deuxième question. La troisième question, connaissant le coût de la justice que vous avez évoqué ici, le cas du Mali, quelle solution préconisez-vous? Ou bien quelle solution vous avez déjà apportée aux populations du Mali par rapport au coût que vous venez de dicter tout de suite là? Donc, c'est en quelque sorte 3 questions que je voudrais apporter, dont j'espère avoir vraiment des éclaircissements. Sinon, la qualité vraiment du débat a été vraiment porteuse. Les questions auxquelles nous attendons tous sont déjà posées par monsieur le journaliste que vous avez tenu jusqu'ici. Donc, je vous remercie pour la suite du débat. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Awa Doumbia, je suis membre du club de l'Institut français du Mali. Je suis très très contente d'être là ce soir. En fait, monsieur, vous avez dit qu'il faut demander une justice un peu plus saine. En fait, pour parler de la justice du Mali, en fait, on sent aujourd'hui que vraiment cette justice souffre. Et vous avez dit que voilà, ce n'est pas du tout équitable. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on est pauvre, on n'a pas droit à la justice? Alors, on dit que nul n'est au-dessus de la loi, que la justice elle est valable pour tous. Mais pourquoi les riches ont droit à la justice plus que les pauvres? Est-ce que c'est notre faute, la pauvreté? Non. Donc, du coup, pourquoi? Comment faire pour que cette justice soit équitable? C'est là ma question. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'auteur, moi, ma question est la suivante. Dans le contexte malien, en prenant le thème, ne peut-on pas dire que la justice en elle est un investissement à part entière en termes d'économie? Oui, parce que je suis aussi gestionnaire de formation, spécialité communication marketing, artiste par profession. Ça, c'est la première question. La dernière question, vous avez parlé de couches vulnérables, donc la vulnérabilité par rapport aux entreprises. Et toujours dans le cas malien, la participation sociale des entreprises, en tenant compte des difficultés des couches vulnérables, relève-t-elle du marketing social ou tout simplement d'une nécessité pour ramener la paix au Mali? Je vous remercie. Diagardia Berté, je suis aussi membre du club. Et voilà, dans vos interventions, j'ai eu l'impression d'être marginalisé, quoi.
Vous avez parlé des communes, des fractions. Voilà, si, pour être clair, les villages. Et moi qui suis à Bamako ici, j'aimerais savoir qu'est-ce que le parajuriste pourrait faire pour m'éviter les injustices des policiers. Voilà. Voilà, et donc merci infiniment à tous ces intervenants. Et Monsieur Diko, on a eu déjà 2 Diko qui se sont succédés. Le premier, c'est Al-Hadi Diko qui avait posé la question à savoir quelle est la représentation, pour faire bref, la représentation du parajuriste. Voilà, c'est ça, non? Oui, la représentation. Sa question, c'était le fondement juridique du parajuridisme. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une excellente question. Et vous avez dit que vous ne faites pas droit, mais je crois que vous aurez toute votre place dans une faculté de droit. C'était d'excellentes questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, le parajuridisme n'a pas un véritable fondement juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi, par exemple, qui organise cette activité. C'est plus une tolérance administrative aujourd'hui, mais aussi le fait que la Constitution du Mali dit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ou est permis, n'est-ce pas? Nous avons également la loi sur les associations, puisque la plupart des parajuristes travaillent pour des associations. Et donc, la loi sur les associations également permet à ce que vous puissiez mener des activités qui ne sont pas jugées illégales. Mais nous sommes en train de travailler pour justement octroyer, trouver ce fondement juridique. Là, par exemple, il y a un avant-projet de loi sur l'assistance juridique et judiciaire qui sera bientôt étudié par le ministère de la Justice, examiné par le ministère de la Justice, et qui est supposé octroyer un statut, ou du moins une reconnaissance légale aux parajuristes, leur rôle dans les communautés de facilitation de l'accès à la justice. Tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là aujourd'hui le clament très fort, le réclament une reconnaissance juridique du parajuridisme. J'espère que nous allons aboutir à cela très rapidement. Ok, rapidement, parce que je dis, on est quand même pris par le temps, maître. Voilà, on va essayer d'aller très vite. Voilà, très bien. Droit moderne, droit traditionnel, je pense que c'est de faire un parallèle, une différence surtout. Et aussi la troisième question, c'était par rapport au financement du parajuriste. Ouais. Voilà. D'abord sur le financement, puisque c'est lié à la première question. Pour le financement, aujourd'hui, le parajuridisme est d'abord une activité de bénévolat, en grande partie. C'est-à-dire que les parajuristes ne sont pas salariés. Dans quelques organisations salarient le parajuristes, mais dans leur grande majorité, ils font du volontariat. Voilà, c'est vraiment à temps partiel, parce qu'ils sont reconnus dans leur communauté. Mais nous avons des bailleurs de fonds internationaux et même le gouvernement qui, dans certains aspects, finance le parajuridisme. L'intérêt, puisque c'était ça la question, quel intérêt? L'intérêt, c'est vraiment de favoriser la pacification de la société, parce que je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, une société qui n'est pas pacifiée, une société dans laquelle les injustices règnent, c'est une société qui court vers la catastrophe. C'est une société qui court vers l'apocalypse. Et donc, il est important que déjà les citoyens connaissent leurs droits et savent comment faire valoir ces droits-là. Parce que c'est une chose de connaître ces droits, mais c'est une autre de savoir comment les faire valoir et où les faire valoir. Et donc, c'est ce rôle-là que les parajuristes jouent dans les communautés. Et à mon sens, c'est fondamental. Voilà. Maintenant, la relation entre la justice traditionnelle et la justice étatique, la justice dite moderne, c'est vrai que c'est une relation qui a toujours été une relation de choc, n'est-ce pas, de conflit. Mais depuis quelque temps, nous travaillons avec d'autres partenaires à ouvrir des canaux de communication entre les acteurs de la justice traditionnelle et ceux de la justice formelle. Nous avons organisé plusieurs forats comme ça, dans lesquels les juges et les autorités traditionnelles se parlent, échangent, se comprennent, n'est-ce pas? Et la loi même prévoit, par exemple, au niveau du tribunal, nous avons des assesseurs, c'est-à-dire les cas dans lesquels les autorités traditionnelles siègent avec les juges pour les aider à bien trancher lorsque le cas ou le dossier en cours concerne
des affaires d'ordre traditionnel, par exemple. Donc, il y a des moyens d'harmoniser en quelque sorte les normes traditionnelles et modernes, entre guillemets, mais aussi de trouver des pratiques communes entre les deux formes de justice et trouver un espace pour que chacun des systèmes puisse s'exprimer. Et tout ça, à la fin, c'est le citoyen qui en bénéficie. Si j'ai un problème, je pense que c'est mon chef traditionnel qui peut résoudre ce problème, je vais vers lui. Si je préfère que ce soit le juge, je vais vers mon juge. Et donc, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, il faut trouver des moyens de communication entre les deux systèmes. Très bien. Je pense que M. Diko a eu en tout cas satisfaction par rapport aux questions posées. À sa suite, un autre Diko, comment se porte la justice malienne? Quelles solutions justement pour le coût élevé de la justice, en tout cas pour amoindrir, et aussi quel apport le parajuridisme peut-il apporter? Voici entre autres questions qu'il a posées. Merci. Je pense que la justice malienne a connu beaucoup de problèmes. Ça, personne ne peut s'en cacher. Il y a beaucoup de problèmes, les problèmes d'éloignement. On l'a dit pendant la conversation. Les magistrats, les juges, les tribunaux ne sont pas partout. Hein, les policiers ne sont pas partout. Nous avons les problèmes de coût. On l'a dit tout à l'heure. Je vais répondre à la question sur le coût. Nous avons les problèmes de langage. Quand vous allez au tribunal, c'est le français qui est parlé. Si vous ne parlez pas français, normalement, il doit y avoir un interprète, mais ce n'est pas toujours le cas. N'est-ce pas? Le langage du droit, c'est un langage, et je me refais toujours aux médecins, c'est un peu du charabia pour celui qui n'est pas initié, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, je pense que beaucoup est fait par le gouvernement du Mali pour améliorer l'image déjà de la justice, mais aussi les conditions d'accès de la population. On a beaucoup de textes qui sont en cours de relecture, le code pénal, le code de procédure pénale, la loi sur les frais de justice, qui va justement régler en partie la question des coûts. Et donc, je pense que beaucoup de choses sont faites qu'il faut qu'ensemble nous apprécions et que nous encouragions. La lutte contre la corruption, on voit comment c'est en cours, n'est-ce pas? Donc, tous ces efforts-là doivent être loués, mais en même temps, ne pas relâcher la pression, qu'on continue à demander plus du gouvernement, en fait, n'est-ce pas? On demande plus d'assainissement, plus de sécurité, plus de justice. C'est à nous, les citoyens, de demander cela à notre système. Sinon, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Sinon, ça ne marche pas. Pour le coup, le gouvernement doit investir beaucoup plus dans la justice. On a beaucoup de priorités aujourd'hui. On connaît les problèmes qu'il y a dans le secteur de l'éducation, les problèmes qu'il y a dans le secteur de la santé. On connaît toutes les grèves qui se sont déroulées récemment. Ça, ce sont toujours les questions de financement. La question de la sécurité, n'est-ce pas? Le Mali, c'est un pays pratiquement en guerre, et la guerre, ça coûte cher. Et donc, il y a beaucoup de priorités, mais la justice est très importante, parce que sans justice, vous pouvez avoir toute la bonne éducation, toute la bonne santé, il y aura toujours la guerre, n'est-ce pas? Donc, continuez à encourager le gouvernement et ses partenaires à investir beaucoup plus, à former beaucoup plus les magistrats et les autres acteurs, à décentraliser le système de justice afin que celui-ci puisse toucher le plus de Maliens. Voilà. Très bien, on est quand même sérieusement pris par le temps, on me signale le temps. La question suivante est celle de Souadou Traoré qui avait demandé la différence entre le droit des affaires et celui du travail. Pour faire vraiment simple, le droit des affaires règle les relations entre les commerçants, c'est-à-dire entre les personnes qui sont dans le commerce, qui font les affaires. N'est-ce pas? Si vous avez, je ne sais pas, vous avez votre boutique ou je ne sais pas quel commerce et que vous avez un problème avec notre commerçant, ça c'est le droit des affaires. C'est entre commerçants ou même entre un commerçant et un particulier. Le droit du travail, c'est le droit qui règle la relation entre un employeur et l'employé. N'est-ce pas? Si vous travaillez par exemple, je ne sais pas, pour une ONG, disons, et qu'on vous licencie, on vous chasse du travail, ça, c'est le droit du travail. Vous devez suivre la procédure du droit du travail. Je ne vais pas expliquer toute la procédure ici, mais c'est vraiment ça la différence. Le droit commercial ou droit des affaires est différent du droit du travail. Le droit du travail, c'est relations employé-employeur. Et le droit commercial, c'est les relations commerciales entre les entreprises. Voilà. Ok. Awa, qui avait posé la question du club, le docteur. Le pauvre n'a pas droit à la justice. Voilà, c'est un peu ça, en substance, ce qu'elle a posé comme question. Je pense que c'était vraiment beaucoup plus un commentaire, et c'est une perception que la plupart
des Maliens, n'est-ce pas, partagent. Ils ont l'impression effectivement que quand vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas voix au chapitre devant les juridictions. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai, n'est-ce pas? Et je pense qu'il faut donner une chance au système de vous aider. Parce que si on part toujours avec des préjugés, que le système ne marche pas, le système favorise les plus forts, le système favorise les plus riches, si on ne teste pas le système, on ne saura jamais. On restera dans les préjugés, on restera dans les perceptions. Testez le système. Quand vous aurez testé le système, vous pouvez avoir raison. Vous pouvez avoir raison dans un dossier. Mais il y a quelque chose en droit qu'on appelle la prescription. La prescription, c'est le délai, pendant la période pendant laquelle, si vous n'exercez pas votre droit, il devient caduc. N'est-ce pas? Il devient caduc. Par exemple, on vole votre sac. Vous ne portez pas plainte. Vous attendez peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Après, vous allez porter plainte. Même si vous avez trouvé votre voleur, la loi va dire que bon, c'est trop tard. Le temps est passé. Il fallait faire ça depuis. Je parle de façon platonique. Okay. Donc, il faut aussi connaître ses droits. Parce que si vous ne connaissez pas, et vous allez dans un dossier pareil, vous allez dire que le juge a pris l'argent. Vous voyez, il faut connaître son droit aussi. Donc, c'est très important. Testez le système. Testez le système. Allez-y, tentez. Si ça ne marche pas, bon, vous allez dire, bon, le système ne marche pas. Que la justice est ceci, la justice est cela. Maintenant que vous ne l'aurez pas fait, laissez tomber. En tout cas, maître, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et votre dernier mot à l'endroit du public et aussi à l'endroit de tous ceux qui nous suivent sur Djoloba TV News. Non, déjà, remercier le public d'être venu. Je sais que les questions de justice sont les questions pour lesquelles, généralement, les justiciables ont grand intérêt parce que à chaque fois qu'il faut faire face à la justice, voilà, on a des ressentiments, on a des attentes. Et il est donc important de participer à des événements comme ça pour comprendre comment ça fonctionne et, comme je l'ai dit, tester le système surtout. Moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce document, tous les professeurs, les enseignants-chercheurs de la faculté de droit privée et même publique de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, notre partenaire, l'association, la clinique juridique d'Emesso, bien entendu notre bailleur USAID qui continue à nous soutenir pour que nous puissions continuer à fournir des services juridiques à la population, surtout les personnes les plus vulnérables. Je pense que si nous voulons que la justice fonctionne, nous devons tous y contribuer. Un système ne peut être mesuré, un système de justice ne peut être mesuré que par la manière dont il traite les plus faibles dans la société. L'équité et l'efficacité d'un système de justice se mesure par cela. Comment est-ce qu'on traite les plus faibles dans la société? Et c'est à nous de demander à ce que notre système de justice travaille pour les plus faibles. C'est à nous de le faire. Sinon, ça ne marchera pas. Très bien. Donc, ce sont sur ces mots que nous allons nous quitter. Je rappelle que nous avions comme invité cet après-midi Maître Luri Nkoussom. Il est le chef de file du projet MJP. Voilà. Et donc, c'était un projet de l'USAID. Je rappelle que l'ouvrage sur lequel il a travaillé s'intitule Acte de la conférence sur le parajuridisme au Mali. Et le thème était le parajuridisme au Mali, l'évaluation de la construction d'une justice par le bas. C'était donc lors d'une conférence qui s'est tenue à Bamako du 19 au 21 juin 2019. Mesdames et messieurs, ce serait donc tout pour ce train littéraire dont j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Nous vous donnons justement rendez-vous pour un autre numéro, au prochain numéro du train littéraire. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci.